chère belle âme, comment vas-tu en ce début de printemps? Car oui, le printemps s'est enfin timidement installé, mais il est bel et bien là. Alors aujourd'hui, on est en présence de Steve, mon petit familier, tranquillement installé dans mon salon, voilà, avec Luna aussi que vous voyez là, qui est très curieuse. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler comme si on le faisait entre sorcières, au coin du feu, avec une tisane. Mais aujourd'hui, ce sera avec un verre d'eau dans mon salon, en présence des petits chats. Je veux vous parler d'une expérience qui n'a pas été un fleuve tranquille, bah non, pas du tout. Elle a été emplie de peur, de chaos, de doute, de souffrance, de blessures émotionnelles, de vagues vraiment intenses. Donc vraiment très 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 loin de la notion, vous savez, un peu romantisée d'un éveil spirituel. Luna. Euh, et donc vous avez vu que le titre était assez clair et assez, voilà, évocateur. Alors pour cette vidéo, je vais pas me présenter parce que justement, je vais parler de ça un petit peu plus en fin de vidéo, à comment finalement j'arrive aujourd'hui à être devant vous, voilà, comme ça, et à me présenter de façon vraiment, vraiment spécifique. Alors, j'ai encore mes notes parce que je ne sais pas ce que je suis en train d'escalader, mais je suis en train d'escalader, voilà, quelque chose. J'ai un peu de difficulté à poser mes pensées et à les retenir. Donc de ce fait, j'ai vraiment écrit tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et pourquoi j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je ne maîtrise pas mon sujet, mais c'est parce que j'ai réellement envie de ne pas oublier des détails qui, pour moi, me semblent importants dans ce que je vais, voilà, vous raconter. Alors, au niveau de mon début de vie, ça, en fait, ça n'a pas été facile de me pencher sur ce sujet de vidéo, parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai cru devenir complètement dingue, mais j'ai finalement choisi de façon d'abord inconsciente et ensuite de façon inconsciente, bizarre, d'incarner la sorcière en moi. Et est-ce que ça en valait la peine finalement? Alors, je tiens à préciser que cette vidéo, je la pose ici. Alors bien évidemment, je vais parler de moi aujourd'hui. De moi parce que j'ai besoin de parler de moi, de un. De deux, je pense que je suis comme vous. Je suis comme vous et peut-être que vous regardez et vous êtes à un stade déjà un peu plus loin dans votre cheminement que moi. Et peut-être que, et c'est vraiment à vous que je m'adresse, peut-être que vous êtes en tout début, ou que vous n'avez pas encore cheminé, ou vous ressentez un appel, et que vous vous dites, est-ce que ça vaut la peine que je pose mon temps, mon énergie, et que j'aille profondément à l'intérieur de moi-même, en sachant que ça va être complexe,
que ça va être douloureux possiblement, que je serai pas en paix pendant un moment de ma vie. C'est vraiment pour vous parler d'un cheminement comme on parlerait entre, groupes de copines, de ce qu'on vit, chacune dans sa vie et que, beh, vous derrière, vous puissiez vous dire: «Ah, je vis ou j'ai ressenti ou possiblement je suis à ce stade et cette nana que soit je connais ou que soit je connais pas, elle a vécu des choses similaires ou identiques ou qui s'en rapprochent un peu et si, d'après ce que je vais vous raconter, si elle y arrive, beh, potentiellement moi aussi». Hem, il faut savoir quelque chose et voilà, par exemple, il y a des personnes qui me suivent sur Facebook qui sont, voilà, passées de lecteurs de mon blog, d'il y a 15 ans qui s'appelait Beauty Addict, voilà, qui sont ensuite passées sur mon blog, Sensu Mundi et qui m'ont vraiment vu, hem, comment j'ai pu cheminer à travers, plein de phases et qui aujourd'hui, beh, continuent à me suivre et qui elles aussi me disent souvent: «Le fait de voir que tu étais comme moi, hein, une madame, lambda, voilà, tout le monde, j'ai rien de différent de la masse en fait». Hem, en fait, j'avais aussi cet appel en moi, mais le fait de voir de comment tu cheminais, j'ai senti une reliance et ça m'a donné envie à moi aussi de me poser et de voir que tu cheminais. Beh, je me suis dit que moi aussi je pourrais cheminer et je pense que c'est ça la grande richesse, heu, la grande richesse de l'humain, c'est le partage et c'est pas le partage avec, voilà, un beau setup, avec un montage de fou, comme on peut le voir. C'est vraiment un partage simple autour un petit morceau de vie. Voilà, c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Hem Me replonger dans mon parcours aujourd'hui, c'est moins douloureux, qu'il y a par exemple encore 5 ans. Mais c'est vrai il y a toujours, bon surtout que je suis encore dans une couche de pelage, d'oignon d'éveil. Je continue à faire des petits allers-retours comme ça, surtout en ce moment et je trouvais que c'était hyper intéressant de le faire maintenant dans un moment où je suis à nouveau dans une grande, vulnérabilité, dans des très gros questionnements par rapport à ma place finalement, au qui je suis. Hem et donc voilà, on revient 45 ans et 3/4 en arrière. Je suis née très grande prématurée, très grande prématurée. Et à l'époque, il y a donc presque 46 ans, les équipes médicales et les unités, voilà, en maternité n'étaient pas ni formées, ni équipées comme elles peuvent l'être finalement aujourd'hui. Et l'accouchement, de ma maman pour m'avoir a été, bah, extrêmement difficile parce elle me l'a déposé à plusieurs reprises et elle a toujours eu cette impression à l'intérieur d'elle-même pendant l'accouchement que je survivrais pas, en fait. Et elle a porté cette croyance, toute mon enfance et même début d'adolescence et beh, j'ai dû être réanimée. Très grande prématurée, et j'ai dû être réanimée. J'ai été réanimée, et puis j'ai été en couveuse pendant de nombreux mois. Parce que, beh, mon petit corps et mes petits poumons, bah, n'ont pas eu le temps de cheminer tel qu'ils, voilà, devaient cheminer et hem, j'ai découvert il y a, bah, moins de 10 ans que, bah, via des carnets de ma grand-mère dont je parle, en fait, dans mon roman,
Ma grand-mère qui était très spirituelle, ma mère aussi d'ailleurs et mon père, heu, il y a dans ses carnets des pages et des pages où elle explique certains moments de mon enfance où j'étais avec elle, et mes parents. Elle était persuadée, que j'avais fait un aller-retour entre ici et l'autre voile et que, étant donné que j'étais un enfant, je suis en fait, j'étais pas dans la capacité, comme peuvent se blinder certains adultes quand ils font des voyages astro, c'est que je suis revenue en fait avec plein d'informations, plein de choses et plein de ressentis. Et ça, je l'ai découvert dans les carnets, de ma grand-mère où justement elle avait essayé de se documenter par rapport à ça et en fait, elle avait déposé plein de situations où, je parlais de certaines choses, je parlais de certains ressentis, où j'avais des réponses que des adultes n'avaient pas et que j'avais l'impression en fait de recevoir dans mon esprit. Vous voyez? Donc j'ai cru, mais pas en étant enfant, j'ai cru après, que j'étais en train de devenir dingue. Alors, bien évidemment, ma santé en tant que petit enfant n'a pas été facile à gérer, ni pour mes parents, ni pour moi. Et ça se situait vraiment sur la sphère, voilà, pulmonaire. La sphère pulmonaire, vraiment avec, cette, difficulté à voilà, cette difficulté à respirer parce que mes poumons ne se sont pas, développés tels qu'ils le devraient d'ailleurs. C'est pour ça que par moment, quand je parle à la vidéo, vous allez entendre que je reprends mon souffle et que voilà, parce que j'ai pas la même capacité respiratoire que tout un chacun, mais je le vis bien parce que je n'ai connu que ça et jusqu'à présent, j'ai pas encore eu, besoin d'apport, voilà, d'aide respiratoire, mais peut-être que quand je serai une vieille beubonne, possiblement voilà, je devrais me faire accompagner. Mais du coup, c'était la sphère, pulmonaire. La sphère pulmonaire et à répétition. Donc je sortais d'une bronchiolite, je me tapais des angines, je me sortais d'une angine, je profitais un peu de la vie, mais j'arrivais pas à manger, parce que j'étais faible. Que j'enchaînais sur, une autre bronchite qui, devenait une pneumonie, qui devenait une pleurésie. Et j'étais, je vais dire, 60 de mon temps, bah, hospitalisée en pneumologie, donc en pédiatrie, pneumologie. Et je pense que j'ai vécu plus de temps à ce moment-là de ma vie avec des équipes médicales qu'avec ma famille et mes parents. Et j'ai découvert, mais bien par la suite, des choses par rapport à la sphère pulmonaire, mais j'ai jamais en fait été une enfant solaire. J'étais tout le temps dans la mélancolie de quelque chose que je ne connaissais pas dans ce que je vivais. Euh, en portugais, on dit saudade, mais j'avais, ce sentiment de mélancolie et de manque par rapport à quelque chose que je ne savais pas nommer, toucher et j'étais tout le temps dans cette espèce de tristesse profonde et vraiment incarnée. Pas que je me sentais victime, mais j'étais triste tout le temps de savoir qu'il y avait des familles où les enfants, ils pouvaient être tout le temps avec leurs parents, et que et qu'ils pouvaient aller dehors et courir et sauter et vivre des choses qui m'étaient rendues en fait inaccessibles par mes soucis de santé. Donc ça, c'était comment je le percevais à l'époque. Et quand j'ai grandi un peu, bah forcément, la médecine a évolué, j'ai été mieux prise en charge. Et mes parents m'ont envoyée à l'autre bout en fait, de la Belgique,
en internat. Ça s'appelait le Gai Séjour, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais on prenait en charge, c'était un espèce de sanatorium, où on prenait en charge les enfants jusqu'à 11-12 ans, pré-ado, début d'adolescence, qui présentaient des problèmes respiratoires intenses, accrus et quasi permanents. Et là, je l'ai vraiment vécu comme un abandon en fait de la part de mes parents. D'un côté, je savais aussi, je sentais que si on ne faisait pas ça et que si on ne me prenait pas en charge, j'allais mourir. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été comme ancré à l'intérieur de moi. C'est que j'avais cette impression à chaque pleurésie, à chaque pneumonie, que j'allais mourir. Et que je mourrais sans mes parents, qui travaillaient dur pour payer les factures d'hôpital. Parce qu'à l'époque, les salaires n'étaient pas les mêmes. Les frais d'hôpitaux étaient quand même relativement chers. Les mutuelles n'intervenaient pas comme à l'heure actuelle. Et les factures, voilà, s'accumulaient. Et je voyais mes parents littéralement enchaîner les jobs et s'exténuer pour que moi, je puisse me soigner, aller mieux. Donc c'était horrible à vivre pour moi aussi, de ce point de vue-là. Et donc me voilà au Gai Séjour, avec plein d'enfants qui vivent les mêmes douleurs que moi, les mêmes problématiques, certains plus rebelles que d'autres, et puis aussi beaucoup d'enfants que j'ai vu mourir. Beaucoup de petits copains et copines qui sont passés dans ma vie pour 2, 3, 4, 5 mois, d'autres pour 2, 3 ans, à qui je me suis vraiment réellement attachée, et qui du jour au lendemain n'étaient plus à côté de moi en fait dans la salle du petit déjeuner. Et ensuite, lorsque j'ai pu retourner à l'école, donc vraiment aller à l'école primaire, aux alentours de 7 ans et demi, 8 ans, pas avant, pas de scolarité suivie avant. Ça aussi c'était compliqué, c'était école à l'hôpital, donc pas très folichon non plus. J'ai pris conscience qu'il y avait des choses que moi je ressentais, que moi je percevais, qui me semblaient totalement naturelles et qui étaient totalement naturelles pour mes parents et ma grand-mère, par exemple, et mon grand-père, mais qui finalement ne l'étaient mais absolument pas pour mes copains et copines d'école. Et j'ai été vite cataloguée de filles un peu perchées, de filles étranges, et en même temps, j'étais hyper populaire, toujours été hyper populaire à l'école, parce que c'est comme si mon énergie, elle attirait les gens. Et ça a toujours été. Et donc du coup, moi qui pensais que quand je me posais une question et qu'à l'intérieur de mon esprit, il y avait la réponse qui arrivait dans l'instantané au moment, pardon, j'ai des difficultés avec mes mots pour le moment. Je sais plus ce que je disais, typiquement ce que je suis en train de vivre depuis je sais pas combien de semaines. Donc je ne sais plus où j'en étais, mais soit. Et donc du coup je recevais ces messages comme ça, au moment où je me les posais, et pour moi c'était naturel, je me posais la question, mais en fait j'ai la réponse, donc tout va bien. Et je ressentais fort les gens, je les regardais, et j'avais l'impression d'avoir des flashs de vécu de leur vie, où j'avais l'impression qu'ils pensaient quelque chose dans leur tête, et que je savais exactement ce qu'ils ressentaient, enfin ce genre de choses-là. Je rêvais aussi beaucoup, et je rêvais beaucoup de la maman de ma grand-mère, je rêvais aussi de ma grand-mère qui était en vie,
et que quand j'étais à l'hôpital, par exemple, ou au Gai Séjour, bah, c'est comme si, le soir, je recevais un peu dans ma tête, comme ça, des messages en mode, bah, c'est ma mère et je sais que tu es loin, mais je sais que tu m'écoutes dans ton cœur et je suis là, je te fais un gros câlin et pour moi, c'est ce genre de choses, ces ressentis-là, en fait, ils étaient, bah, naturels. Je pensais que tout le monde ressentait ça, que tout le monde voyait ça, que tout le monde percevait ça. Et la seule chose dont j'ai été vite consciente par contre, c'est, quand je voyais des ombres dans ma chambre, là je savais que c'était pas, voilà, normal. Je savais pas trop ce que c'était ou si je dormais ou si je dormais pas. C'est quand on est petit, des fois on est entre 2, on sait plus trop. Mais donc ça, par contre, je savais que, visiblement tout le monde ne le vivait pas parce que je le ressentais différemment des autres choses. Et vraiment ressentir des énergies passées, avoir, voilà, des frissons intenses avec vraiment des sensations, des émotions, voilà, quand j'étais dans un lieu, quand je passe à côté de quelqu'un, enfin là, ce genre de choses. Et c'est vrai que j'en ai parlé, en fait, à l'école parce que pour moi, c'était complètement normal. Et donc, bah, l'équipe de l'école, elle m'a envoyée au PMS pour voir une psy. Parce que pour eux, je vivais trop dans mon imaginaire et je voulais attirer l'attention sur moi du fait que j'avais été malade, pour me sentir mieux, moi, dans ma peau. Donc ça, c'est comment j'ai été perçue. Et moi, je trouvais ça hyper, mais hyper injuste parce que, entre guillemets, on me disait que je mentais alors que moi, je savais que je mentais pas et que je ressentais, voilà, ces trucs-là et que j'avais pas besoin en fait qu'on me donne de l'attention parce que c'était les gens qui venaient vers moi même quand je parlais pas. Et donc mes parents bien évidemment, voilà, m'ont expliqué le pourquoi du comment, ils ont beaucoup parlé avec moi par rapport à ce que les autres personnes elles vivaient, ce que les autres personnes pouvaient ne pas vivre, et que bah, il y avait des personnes qui étaient plus enclines à être plus sensibles au niveau de voir des choses, entendre des choses, de ressentir des choses, et que moi je faisais partie des personnes qui avaient une petite sensibilité en plus que la majorité des gens. Et ça me faisait du bien parce que quand j'étais chez la psychologue, elle me posait 46 000 questions et en fait, je m'emmerdais, au pas possible et c'était vraiment, en fait, je détestais parce que j'avais l'impression qu'elle était en train de m'analyser et qu'elle voulait que moi je dise des choses, mais qui étaient pas vraies et donc je trouvais ça, mais hyper injuste et donc je me suis rebellée contre ça. J'ai dit: «Maintenant ça suffit, moi je veux plus vos questions, moi je me sens pas bien quand je viens ici, moi j'en ai marre qu'on me pose 46 000 questions et que je retourne à la maison et que en fait moi je me sentais pas mal avant, mais que maintenant, le fait de venir chez vous, je me sens mal, alors qu'à l'école on m'avait dit que je me sentirais mieux». Donc voilà. Donc l'école a continué. On m'a renvoyée vers un neuropédopsychiatre. Parce que pareil à l'école, voilà, j'étais fort rêveuse, j'avais du mal à poser mon attention, et donc du coup on pensait que j'étais hyperactive. Je le suis. J'ai un TDAH, voilà. Et donc je me suis faite suivre par, ce neuropédopsychiatre qui était mais hyper le gars, il était hyper cool et alors lui, au lieu de me décortiquer comme la psychologue, il était plus: «Ah oui, raconte-moi et moi je le vis pas, enfin si je vis un petit peu des choses aussi, mais raconte-moi comment c'est, ce que tu» en fait, sans aucun jugement, il m'a fait raconter ce que je ressentais et que comment moi je le vivais et qu'est-ce que ça faisait et qu'est-ce que ça faisait dans ma vie. Mais je lui disais que des fois c'était vraiment dur en groupe, parce que même si les gens ils venaient beaucoup vers moi, moi je savais jamais comment faire, voilà, avec les gens. Et donc, pour lui, à l'époque, parce que j'ai encore les papiers, en fait j'ai redécouvert aussi tout ça, pour lui j'étais bien ancrée en fait dans la réalité,
Mais comparé à certains de mes petits copains et de mes petites copines, il y avait pas de diagnostic officiel, mais je pouvais éventuellement naviguer dans le spectre, voilà, de l'autisme. Mais quand on est enfant, c'est pas, voilà, évident de mettre des cases. Et c'est vrai quand je performais beaucoup à l'école, et j'aimais beaucoup apprendre et finalement j'arrivais à surmonter les difficultés parce que en fait je regardais les autres et je faisais comme eux. En me disant, ben, si eux ils font comme eux, si moi je fais comme ça va aller. Même si je comprenais pas pourquoi ils faisaient comme ça. Mais donc j'ai navigué toute mon enfance et toute mon adolescence en faisant comme les autres en fait. Sans savoir si c'était bien ou pas, mais si ça fonctionnait pour eux, ma foi. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai appris qu'il valait mieux me taire en public, que tout ne devait pas être dit, même si c'était super important pour moi. Et surtout, c'était pour pas me faire pointer du doigt. Parce que quand la surveillante à l'étude, elle me pointait vraiment du doigt, je ressentais quelque chose d'atroce à l'intérieur de moi. Je ne savais pas encore le relier à ce moment-là. Mais c'est comme si on m'accusait inconsciemment de quelque chose. Et je pensais que j'étais parano petite, mais en fait, pas du tout, parce qu'après j'ai découvert des trucs. Comme j'ai appris à beaucoup me taire en public, je me suis beaucoup repliée sur moi-même. Et je suis devenue une enfant de plus en plus triste. Et le peu de feu intérieur que j'avais à l'intérieur de moi, je pense il s'est complètement éteint. Et j'avais l'impression, attention c'est sensible, j'avais l'impression à 9 ans et demi d'être un corps, mais que j'errais dans un monde qui n'était pas le mien, avec lequel j'avais aucun attrait, que j'avais cette saudade de quelque chose que je ne savais pas nommer, et que en plus de ça, j'avais l'impression d'être morte à l'intérieur de moi-même. Et ça, je pense que ça c'est revenu plusieurs fois dans le courant de ma vie. Et pourtant, aujourd'hui, vous me voyez, et je suis complètement bien dans ma vie. Peut-être encore un petit 10% à aller chercher. Mais c'est pour vous dire que déjà de base, j'ai pas eu un départ dans la vie qui a été facile, la petite fille qui a pu construire son enfance, jouer, être en bonne santé, faire plein de conneries, comme les enfants pouvaient le faire il y a 45 ans, hein. Zouder dans les flaques, voler des billes, enfin, ce genre de choses, moi, j'y avais pas accès, en fait. Et donc, comme je me suis beaucoup repliée sur moi-même, ma grand-mère, elle m'a beaucoup, en fait, emmenée avec elle dans la nature. Il faut savoir que ma grand-mère, elle avait une formation voilà, d'herboriste. Elle tirait les cartes à l'époque. Je savais pas trop à l'époque ce que c'était, mais elle tirait les cartes aux gens. Et alors elle accouchait en fait les femmes du village et des villages à côté quand elle était plus jeune, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les médecins dans chaque village et dans chaque ville, ni même des hôpitaux. Et donc du coup, il y avait des femmes qui accouchaient les autres femmes voilà, dans les villages. C'était comme des sages-femmes à l'ancienne, quoi. Et donc du coup, elle était un peu ce genre de femme. Et je la trouvais méga cool parce que avec elle, on pouvait crapahuter dans la terre, en grosses chaussettes bien sûr, avec des sacs de plastique parce qu'il fallait pas que je tombe malade quand même. Et avec elle, j'ai appris beaucoup de choses de façon très naturelle. À quel moment on pouvait cueillir quelle plante et quelle fleur se trouvait à côté de quel arbre. Quand est-ce qu'on sentait escalader un orage, quand est-ce comment en regardant la nature, on pouvait se dire il va pleuvoir dans quelques heures. Elle m'a appris à reconnaître voilà, des plantes par le visuel, par le toucher, par l'odeur, voilà, un peu par le goût, parce qu'il y a des choses assez similaires dans la nature, mais une peut être toxique.
et l'autre pas. Et puis après, ce qui était cool, c'est qu'on faisait notre petite, voilà, notre petite cueillette et après elle me montrait comment on faisait un sirop, comment on faisait un baume pour quand, voilà, j'avais des difficultés, voilà, respiratoires, comment on séchait, des fleurs et des plantes, mais pour des tisanes, mais sans que, il y ait l'humidité qui reste dessus et que ça moisisse, ce genre, de trucs, moi j'adorais, parce que je crapahutais dans la terre, j'étais pas à l'hôpital, ma grand-mère, elle était fascinante avec ses tout longs cheveux comme ça. Elle inspirait vraiment le respect, je l'adorais et en plus, on chipotait, voilà, donc et moi j'adorais ça. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marquée aussi et ça, c'est mon père. Alors mon père, qui n'est plus dans ce voile de réalité-ci depuis, presque 15 ans maintenant, mais qui est toujours avec moi, dans mon cœur et ancré, voilà, dans mon âme et présent quelquefois, voilà, sur mon petite épaule. Hem, En fait, c'était vraiment l'Indiana Jones qui voyageait pas. Bah, mon papa, c'était un passionné de la vie, malgré tout ce qu'il avait pu vivre, de douloureux, parce qu'il m'a eu sur le tard. Il avait 46 ans quand je suis née, donc lui, il a connu en fait la Deuxième Guerre mondiale pendant son enfance, les confinements, les bombardements, le pas savoir manger tous les jours, la peur au ventre, ouais, ce genre de choses. Et pourtant, il était rempli en fait d'amour pour la vie. Il était rempli d'amour pour moi, il était rempli d'amour pour les gens, même s'il était très, parfois dur et colérique, hein. Mais euh, comme à l'époque, il y a 45 ans, on n'avait pas le même accès à la télévision, aux chaînes de télé, il n'y avait pas de console, voilà, il n'y avait pas de console vidéo. Au pire, on savait avoir une cassette vidéo de temps en temps, il n'y avait pas de DVD non plus, et il n'y avait pas internet. Bah, donc du coup, qu'est-ce qu'on faisait? C'est soit on était ben, dehors quand on pouvait, donc moi pas, et on pouvait lire, on pouvait écrire, on pouvait crocheter, on pouvait cuisiner, on pouvait faire de la peinture, de la céramique, ce genre de choses. Et en fait, moi, je passais beaucoup de temps à l'intérieur avec mon papa. Bah, parce que lui, c'était vraiment l'Indiana Jones, mais qui voyageait pas. Il avait une bibliothèque magnifique avec des vieux livres. Il me racontait des histoires passionnantes sur l'histoire, sur les dieux, les déesses, les étoiles. Et puis la seule chose qu'il avait de technologique et qu'il avait mis beaucoup de temps en fait pour épargner, c'était un télescope. Et donc, du coup, les moments où il y avait des trucs à voir dans le ciel, et quand le ciel était dégagé, parce qu'en Belgique, on va avoir un ciel dégagé, voilà. Même en été, des fois, c'est pas évident. En fait, il montrait les étoiles et il montrait l'histoire des étoiles et en fait, moi, ça me passionnait. Et je passais beaucoup moins de temps en fait, avec ma maman enfant pour des raisons, voilà, des raisons qui me sont, voilà, qui me sont propres et que j'ai pas envie de partager là dans cette vidéo. Mais tout ça pour dire que au-delà de, au-delà des difficultés, moi j'ai toujours eu cette chance d'être bercée en fait d'amour, euh, d'affection. Et après mes parents ils ont décidé de déménager en fait au Portugal parce que ma santé s'améliorait pas et elle déclinait. Et les médecins m'avaient dit si elle continue en fait à faire pleurésie sur pleurésie sur pleurésie, bah, elle va mourir, elle va s'affaiblir. Et comme j'avais des difficultés en fait à garder mes nutriments, je perdais du poids, je perdais du poids, je perdais du poids. Et j'avais vraiment l'impression en fait que j'allais mourir, littéralement. Donc ben, mes parents ils ont tout vendu en Belgique. On a été une fois en vacances là-bas, ils ont acheté une ruine, voilà, avec l'argent de la vente de la maison. Puis on a déménagé en fait là-bas, donc dans le sud du Portugal. Donc il n'y avait plus toute cette humidité, l'énergie était vraiment voilà, différente d'ici. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, mon état de santé s'est amélioré et j'ai commencé à avoir l'impression que j'étais plus morte à l'intérieur.
À l'école, tout se passait très bien. J'étais à l'école portugaise, je voulais pas aller à l'école internationale. Moi, je voulais aller avec les gens normaux. Enfin, voilà. Pas privilégiés, je vais dire ça comme ça. Et je pensais que mes parents, ils avaient déjà assez morflé au niveau pécunier avec les soins des hôpitaux que pour encore aller s'endetter dans une école où je pourrais juste parler français, avoir un bel uniforme, me la péter voilà, à la sortie. Je voulais pas de ça. Donc j'étais à l'école portugaise et tous mes petits copains et copines d'école, ils ont été vraiment adorables parce qu'ils m'ont accueilli à bras ouverts, ils jouaient avec moi, ils me tapaient des post-it partout avec des mots en portugais et ils me les répétaient H24 pour que je puisse en fait apprendre bah, voilà, à parler portugais. Et j'ai appris à parler couramment le portugais en 4 mois. Donc bah, quand tu es en immersion, ça facilite grandement et surtout lorsque on est épaulé et qu'on est accueilli, ça facilite beaucoup les choses. Et j'ai pu commencer en fait à faire du sport, donc je faisais du vélo, enfin j'étais HS, hein, respiration cardio, mais je faisais un peu de vélo, j'allais nager, et je pouvais même courir dans la cour de l'école, truc qui m'arrivait jamais en fait en Belgique. Et, et du coup, ben, j'ai récupéré un petit peu ce goût de la vie. Parce que la vie, elle était beaucoup plus simple, elle était axée sur la nature, sur la joie, sur le fait que là-bas, les gens, à l'époque, c'était le tout début où le Portugal était entré dans l'Union européenne. Ils avaient rien, ils étaient heureux. Et ça, c'est tellement beau. Et ça a été une grande leçon de vie, en fait, déjà pour moi, pré-ado, de me dire, ces gens-là, la majorité, ils ont que dalle, ils ont même pas de voiture, ils ont pas de télé, ils ont pas de téléphone, et ils rayonnent de joie, et ils sont heureux, et ils sont gentils, quoi. Sauf de temps en temps un papy rageur, mais ça, il y en a partout, dans toutes les cultures, et partout sur Terre. À cette époque-là, moi, j'y vais dans un minuscule petit hameau qui était relié à un minuscule petit village qui était relié en fait d'une petite ville avec un château fort. Et dans ce petit mini hameau, il y avait en fait des femmes qui étaient très spirituelles, de tous les âges, donc de mon âge, pré-ado, des très jeunes femmes et des très vieilles femmes. Et en fait, elles se réunissaient toujours à la pleine lune voilà, pour danser, pour se nettoyer l'une l'autre les pieds, pour chanter, etc. Et en fait, on avait toutes nos règles en même temps à chaque fois. Et j'ai découvert par la suite que c'était des tantes rouges, voilà. Et que c'était ces femmes-là, en fait, elles vivaient leur menstruation et elles y apportaient un côté sacré, joyeux, porteur de vie, célébration. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et là j'ai adoré en fait, j'ai adoré ces moments-là parce qu'ils me semblaient très naturels comme avant avec ma grand-mère. Et j'étais reliée avec d'autres femmes qui, peu importe ce qu'elles vivaient, ce qu'elles ressentaient, en fait, on s'unissait tous les 28, plus ou moins 28 jours pour la pleine lune, pour les éclipses. Et ces moments-là, ils étaient vraiment empreints de magie. Il y avait personne qui avait peur de parler de ses ressentis. Il y avait personne qui avait peur de parler des peurs. Et on pouvait crier, on pouvait chanter, on pouvait pleurer. Il y avait aucun jugement. Et il y avait que de l'amour et de la bienveillance et de la tendresse et de la joie. Et, et on était loin des injonctions. C'était, elle disait, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme bon te semble, et tout sera juste de toute façon. Et ça faisait putain du bien, quoi. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé en fait à faire des rêves récurrents sur lesquels je me suis pas penchée tout d'un coup. Et je me disais toujours, oh, bah, c'est étrange, et c'est toujours plus ou moins le même rêve qui revient. Bon, c'est bizarre, mais pourquoi? Mais en tout cas, c'est un truc cool. Mais en fait, j'allais pas plus loin que ça. Et puis après, pour voilà, des raisons, des raisons X,
En fait, je suis revenue, en fait, en Belgique et mes parents m'ont suivie quelques mois après. J'ai acheté ma 1re maison parce que là, mes parents, quand ils sont revenus en Belgique, du coup, ils avaient plus de taf, et cetera. Et moi, j'avais 18 ans. Donc j'ai acheté moi, en fait, une maison en allant travailler en allant travailler, voilà. Et par contre, j'étais pas bien. J'étais pas bien, en fait, en Belgique, parce que, il y avait tout trop, de un. Il y avait tout trop d'accès à plein de trucs inutiles pour moi. Et j'avais l'impression d'être parasitée par un monde qui était trop moderne par rapport à ce dont moi j'avais besoin vraiment. Donc il y avait ce décalage. Il y a vraiment ce décalage que je vivais mal. Et revoir les frères. En fait, j'ai traversé, en fait, la planète et je suis partie vivre en République dominicaine. Euh, Parce que j'ai trouvé des tafs là-bas. Mais pour moi, je voulais partir n'importe où il y avait beaucoup de nature, mais tant que c'était pas la Belgique, je voulais me casser. Donc c'était soit l'Australie, ce genre de choses, ou soit les Caraïbes, le Brésil, etc. Par contre, l'Asie me tentait pas trop. Moi, jamais trop tenté. Et donc, je suis partie avec comme seule compagnie une grosse valise de vêtements et mon doudou, que j'ai encore d'ailleurs, je vous montrerai un de ces quatre. J'avais besoin de récupérer le pas d'accès à tout. J'avais envie de découvrir le monde parce que j'avais récupéré ce feu intérieur et je voulais pas que s'il s'éteignait à nouveau, que j'ai pas découvert le monde. Je voulais être comme Indiana Jones, papa, mais qui voyageait. Parce que je me disais, c'est bien les livres, mais moi je les trésors dans la vraie vie. Et donc me voilà partie. C'était vraiment un appel. En fait, j'ai pas su faire autrement que de vendre tout ce que j'avais, donc mes doudous, mes poupées, mes bijoux, mes livres, blablabla, pour me payer le billet d'avion avec l'aide de mes parents qui ont vendu aussi des babioles, des bijoux pour que je puisse en fait payer le billet d'avion, qui à l'époque était chéro. Euh, Mais donc, les Caraïbes, c'est extrêmement puissant au niveau de la nature, c'est extrêmement puissant au niveau de la spiritualité, des ressentis, de l'ouverture du champ des visions, voilà, tout ça, à la notion de tout ce truc plus grand que nous. Euh, je partais à l'aventure pour découvrir les choses et en fait, là-bas, je me suis découverte moi. Voilà. Et j'ai appris à ne pas juger constamment avec finalement quand même ce petit regard d'européenne classe moyenne, hein. J'ai vécu dans un hôtel au début, un petit hôtel, puis après dans un appart, et puis après j'ai décidé, fuck, j'ai vécu dans une case en béton sans toit fixe. J'ai marché sur une tarentule. J'ai vécu la fête des morts avec les célébrations puissantes au bord de l'eau, voilà. J'ai découvert les croyances et les pratiques riches de la République dominicaine et d'Haïti, où je me rendais régulièrement. Et j'ai vraiment voyagé à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, et j'ai écouté toutes les légendes qu'on adorait partager, justement, cette petite européenne qui, dès qu'on parlait de légendes, elle était là, oui, j'en veux encore, et j'étais hyper réceptive, et c'était hyper enrichissant, vraiment. Et puis là-bas, tout était simple. On ne se compliquait pas la vie, c'était oui, non, oui, non. De toute façon, si tu fais un choix, tu peux changer, tu en referas un autre. Après, si tu penses que c'était pas le bon, on était sur de l'essentiel, du vital, de la joie, de la nature, de l'humain, et puis des connexions tellement puissantes et des connexions authentiques. Euh, j'ai connu la nature avec des rituels, des danses qui menaient à la transe. C'était une période de ma vie où j'ai vraiment accueilli tout ce que je ressentais et à y voir quelque chose de beau, à y voir vraiment quelque chose de beau et d'utile.
Et puis j'ai eu des soucis de paperasse, parce que la personne qui m'employait là-bas, donc en traduction, en fait, il avait pas enregistré mon contrat de travail. Donc la paperasse ne s'était pas faite au consulat et j'avais perdu ma mutuelle, mes droits, enfin j'ai perdu tous mes droits en Belgique. Et donc je suis revenue en fait, pour, régler mes soucis de paperasse et finalement je suis restée. Voilà, parce que j'ai rencontré le père de mon fils, voilà. Ça j'en reparlerai, parce que là je suis pas prête, pour ça. Mais vous voyez ou pas, mais dans mon dans mon cheminement, j'ai vécu des défis. J'ai vécu des défis qui étaient vraiment à l'intérieur de moi et d'autres qui étaient, à l'extérieur de moi, mais qui venaient reconfronter les choses à l'intérieur de moi. Parce que quand j'étais petite, donc j'ai appris, que je devais me taire, à ne pas parler de mes expériences et de mes ressentis pour pas être rejetée et pour être acceptée. Donc j'étais cataloguée de rêveuse, de perchée et d'intello de service, parce que oui, je suis intelligente et oui, j'aime apprendre. Et c'était pas cool parce que moi, jouer à la poupée, j'en avais mais rien à péter. Et ça n'a pas été simple. Et puis, quand je suis revenue en Belgique, je me suis énormément, forcément, auto-sabotée parce que j'étais tiraillée entre mes désirs et mon être qui était là ardent à l'intérieur de moi. Et puis mes peurs, d'enfant les plus profondes en fait qui ont ressurgi et qui ont ressurgi vraiment quand je suis devenue maman. Et j'ai dû aussi me pencher sur, ce qu'était ma réalité, ce qu'était le reste du monde, ce qu'étaient mes ressentis et la norme des autres, ma position au niveau de ma spiritualité et de la religion et cette sensation d'enfermement profond comme projetait en fait ma mère de par la, religion catholique. Et bien évidemment, j'ai vécu beaucoup de secousses intérieures avec ce fameux maladie. Donc ce maladie, il me disait des choses, mais moi je ne savais pas que ça existait, donc pour moi j'étais malade et blablabla. Donc forcément j'ai pas écouté jusqu'à ce qu'il me terrasse. Vraiment, où ils me disent maintenant ça suffit, coup de balayette de l'univers, maintenant tu vas shooter mon enfant sinon ça ne va pas aller. Et les défis externes, bon, ils ont été tellement nombreux sincèrement que je pourrais vous en faire une vidéo de 6 heures. Je les compte plus. Mais aujourd'hui, avec le recul et un peu la maturité et le peu de sagesse que j'ai voilà, que j'ai développé, je sais que j'ai eu ma part de responsabilité. Mais j'ai fait du mieux que possible avec mon moi de ce moment-là. Et bien évidemment, en ce moment-là, j'ai pas pris la place qui me revenait de droit par le simple fait d'exister, en fait, comme tout un chacun, par peur, en fait, de faire des vagues. Donc me taire, être petite, pas briller, pop, 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 pop. Et en fait, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade de ma vie en ayant beaucoup cheminé, en m'étant beaucoup penchée sur le pourquoi du comment, analysé, décortiqué, pour comprendre, en fait, le pourquoi, en fait, je vivais tout ça, hein, forcément. J'en suis arrivée aujourd'hui à être une femme, qui refuse de laisser faire, qui refuse en fait de laisser faire, en ce qui concerne ma personne. Et ça peut souvent aussi, choquer dans le milieu professionnel. Heu, mais quand ça touche à ma personne, c'est un non négociable. C'est un non négociable. Je mérite le pack de base de l'humain: respect, tolérance, bienveillance. Si c'est pas déployé, ce n'est pas accepté et c'est un non négociable. Donc on me considère souvent d'un peu madame, madame pour qui se prend-elle, mais je me prends pour la personne que je mérite d'être et je suis une personne qui mérite en fait de recevoir ça par le simple fait d'exister comme toute autre personne sur terre. Je prends ma place parce que j'ai longtemps attendu qu'on me fasse un espace pour que je puisse venir m'y intégrer sagement, mais maintenant non. Je suis arrivée à un stade de ma vie où je prends ma place, sans validation, peu importe si on va me rejeter ou m'abandonner.
parce que je suis pas faite pour être aimée de toutes et tous, voilà. Hem, je sais que j'émane une énergie, qui peut attirer beaucoup certaines personnes, mais qui peut aussi, pas choquer, mais déclencher des choses chez des gens et ça m'appartient pas, ça m'appartient pas le comment elles le reçoivent et ça a été quelque chose qui a été vraiment dur, 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 dur pour moi d'apprendre. C'est qu'avant, de peur de déclencher quelque chose chez quelqu'un et que la personne elle se sente pas bien, eh ben, j'osais rien dire, rien faire, voilà. Maintenant, j'ose dire, j'ose faire, mais avec respect, de façon constructive, en étant dans l'empathie et en étant dans la bienveillance. Le but, c'est pas d'aller déclencher, voilà, ouais, des gens du simple fait que je prends ma place. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Et j'accepte, d'être rejetée, j'accepte d'être abandonnée, j'accepte de pas être validée, j'accepte le flou, j'accepte d'être, voilà, d'être critiquée, par des personnes qui n'ont pas la même vision, les mêmes valeurs, les mêmes cheminements, les mêmes programmations et c'est complètement OK. J'ai beaucoup aussi été critiquée, parce que je refusais de partager ma pratique de femme, sorcière. Heu, parce que, beh, bien évidemment, il y a, les réseaux sociaux qui sont, bah, venus s'installer et depuis quelques années déjà, il y a ce phénomène de sorcière, heu, mais c'est la femme qui est pas consciente qu'elle doit faire un travail sur elle-même, qui trouve ça en fait, méga fun, de revêtir le costume, voilà, d'une sorcière, peu importe ce qu'elle va y mettre derrière et de pratiquer des rituels en fait à tout va parce qu'elle les a vus sur Insta, sur TikTok, elle sait pas pourquoi elle les fait vraiment, mais elle trouve ça cool, elle le fait. Je n'ai aucun jugement par rapport à ça, mais moi j'ai été critiquée parce que je n'avais pas envie de le faire et que je ne l'ai pas fait, malgré la demande qui était là. Donc on m'a dit que j'étais très égoïste de ne pas vouloir le partager, mais être une sorcière, c'est un état d'être. La spiritualité, c'est un état d'être, c'est pas faire des choses, même si les rituels, ils sont là pour transposer dans la matière et potentialiser en fait une intention. Et ça reste quelque chose de très personnel, de très intime. Et même s'il y a des personnes qui sont complètement, voilà, OK de ouvrir complètement leur champ énergétique aux autres, moi je n'en ai pas envie et je ne le ferai pas. Voilà. Et au niveau des obstacles, c'est que je suis extrêmement mal vue aussi, dans le domaine professionnel de la spiritualité et de l'énergétique, parce que je vois énormément, sur des salons, des événements, des personnes extrêmement vulnérables, heu, happées par des personnes qui sont dénuées d'éthique, de respect, et de professionnalisme, au détriment de prodiguer des soins, d'offrir des prestations, de leur vendre 46 000 babioles, en profitant un peu de leur vulnérabilité. Et moi, même si je ne suis pas là pour les sauver, je suis là pour sauver personne, je pense que c'est important d'en parler, pour que des personnes vulnérables, elles puissent ne pas être abusées dans des moments où elles n'ont pas la capacité d'avoir le discernement nécessaire. Et je leur laisse leur pouvoir intérieur par rapport à leurs décisions. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'années plus tard, euh, je pense que si aujourd'hui j'ose écrire ce que j'écris, que si j'ose dire à haute voix que je suis une alchimiste, une sorcière alchimiste des mots et gardienne des histoires sacrées et gardienne de la femme, c'est parce que je me suis penchée beaucoup sur ce qui faisait mal. Je me suis penchée beaucoup sur le pourquoi. Je me suis penchée beaucoup de façon inconsciente et consciente sur toutes ces choses
Parce que j'ai aussi, osé de plus faire partie de ce qu'on dit un peu la masse. J'ai osé prendre un peu de, j'aime pas le mot de hauteur, mais de discernement par rapport à tout ce qui m'était projeté, voilà, en pleine figure, en plein cœur, en pleine âme. Hem Et que j'ai décidé vraiment de ne plus avoir envie de ressentir cette sensation où j'avais l'impression d'être morte à l'intérieur alors que j'étais un corps qui errait. Et j'ai découvert en fait ce que j'étais censée faire, heu, parce que finalement je suis pas décédée, je suis quand même restée en vie. Ma santé, elle m'a quand même permis de rester en vie, d'être là aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai vécu et toute la douleur et toute la souffrance. Et donc je suis dans un monde qui est hostile, OK, on l'est tous. Mais j'apprends à aller chercher les moments magiques de la vie, sans pour autant nier toutes les difficultés, les guerres, voilà, tout ce que la nature nous déploie. Mais c'est de se dire, est-ce que je choisis de rester dans une énergie de victime où rien ne va? Et quand je dis mot victime, attention, il n'y a pas de jugement parce qu'on l'a tous été à un moment donné de notre vie, parce qu'on n'avait pas les outils et pas le discernement nécessaire. Mais on l'est et on a une certaine responsabilité. J'ai osé aller vers la souffrance, vers vraiment la difficulté et j'ai juste eu envie d'arrêter de survivre et de vivre. Et je me suis trouvé une mission de vie, heu, qui est vraiment d'être cette alchimiste, des mots, qui est de transmettre en laissant à la personne qui me lit, qui m'écoute, qui me regarde tout son pouvoir intérieur. C'est lui déposer une petite graine qu'elle pourra décider de faire germer ou pas au moment qui lui semblera juste. Parce que j'en ai marre des fais ceci comme ça, non, non, non. En fait, on en a marre qu'on nous dise quoi faire en permanence. Laissez-nous juste être, parce que le simple fait d'être et d'exister, sans toutes les histoires derrière, c'est juste merveilleux, en fait. Alors, est-ce que ça valait la peine de vivre tout ça, de prendre toutes ces décisions pour arriver aujourd'hui devant vous en disant est-ce que ça valait la peine d'incarner totalement cette femme sorcière et sacrée qui vit à l'intérieur de moi? Et bah si je suis là, c'est que, mais oui, mais, mais totalement, je ne regrette aucun moment, je ne regrette aucune des décisions que j'ai prises parce qu'elles m'ont toutes menée comme un domino à, à être en fait ici, aujourd'hui, dans l'énergie où je me situe aujourd'hui, où je vais transmettre. Je vais ouvrir ma voix et la voix pour d'autres femmes. Sans me dire «Ah non, non, les hommes», non. Ça leur appartient. Moi, ce qui m'appartient, c'est de déposer des graines pour que la femme, elle se réveille à elle-même, qu'elle puisse décider de choper au vol ma graine ou pas, ou de la choper dans 5 ans, où elle se dira «Ouais, mais la nana, là, elle avait dit un truc et maintenant ça me parle». Et j'ai continué à le faire. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, la maladie, elle part. Qu'en faisant ça, j'ai pas peur. C'est ancré. Il n'y a aucun doute qui m'habite là. Aujourd'hui, je n'ai aucun doute sur la vidéo que je suis en train de faire, sans montage, sans grosse production. En fait, le message que je délivre, vraiment, c'est moi, je suis une nana comme les autres. Et si j'y arrive,
je pense que tout le monde a la possibilité, si on le décide de façon consciente, de cheminer et d'arriver à cet état d'être où je me trouve, voilà, actuellement, en commençant dès aujourd'hui. Et en commençant dès aujourd'hui, ça peut être prendre la décision de commencer. On n'a pas besoin de plonger et de faire les trucs intensément et de faire tous les jours plein de trucs qui vont envahir notre vie et nous réveiller des traumatismes, etc. Mais c'est de se dire que si moi j'y arrive alors que je devais pas vivre, que je devais pas vivre une deuxième fois, une troisième fois, parce que j'ai vécu 3 fois le fait que ben, je suis presque morte et que bon, on m'a dit ouais, non, on te renvoie pour un deuxième, un troisième tour. Que si moi j'y arrive, mais tout le monde peut y arriver. Et en fait, ce message-là, c'est un message d'espoir. C'est pas parler de moi pour parler de moi, mais c'est pour vous dire que n'importe qui peut y arriver. Il y a 7 ans, on m'avait dit ta vie elle est fichue, avec ta névralgie et ton système nerveux qui est en train de décliner, blablabla. Dans 5 ans, tu seras dans un lit et tu seras probablement démente. Est-ce que je suis démente? Bon, des fois, on se pose des questions par rapport à mes ressentis, mais l'espoir et les premiers pas, c'est la chose la plus belle que vous puissiez faire pour vous. Et je pense que je vais rester sur ces paroles parce que j'ai pas mesuré le temps, parce que je voulais pas me brider, mais je pense que ça fait un petit moment qu'on discute, enfin que moi je discute. J'espère que voilà, ce moment d'une fille lambda qui transmet, ça va vous semer une petite graine, peu importe la petite graine, que l'espoir va venir jaillir en vous, surtout en cette période de printemps où voilà, vous n'avez plus qu'à fleurir, que vous allez pouvoir y trouver quelque chose, peu importe ce que c'est. Et donc moi, je m'appelle Corinne Deleneur, je suis alchimiste des mots, je suis gardienne des histoires sacrées, je suis là pour ouvrir la voie avec beaucoup d'amour à chaque femme qui se pose actuellement la question de j'ai tellement envie de rayonner, d'être dans le bonheur, la joie et la paix. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir pris le temps de m'écouter, de me regarder jusqu'ici. Je serais ravie de vous lire en commentaire parce que c'est ça qui va être le plus intéressant, c'est toutes les discussions qu'il va y avoir autour de cette vidéo. Et si vous êtes encore un peu timide ou que vous n'avez pas encore envie de le dévoiler en public, vous pouvez me le déposer en fait en message privé sur Facebook et Instagram. C'est disponible dans la petite description, la barre YouTube. Et puis avec les petits chats qui dorment paisiblement, je vous dis à tout bientôt.